Et on parle vrai sur Sud Radio, donc vous n'oubliez pas de nous appeler au 0826 300 300, vous donnez votre avis également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook. On en parle ce matin avec nos débatteurs, dans un instant, leur coup de gueule et leur coup de cœur de l'actualité. J'ai du mal à le dire, tiens, ce matin. Allez, on les salue tout de suite, ils sont installés en pleine forme. C'est Mathieu Alterman qui est déjà là. Bonjour Mathieu. Bonjour. Journaliste, auteur notamment de Femme fatale aux éditions Quai des Brumes. Jérôme Rivière est là aussi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Un député européen du Rassemblement national, Pascal Bataille. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, animateur, producteur, chef d'entreprise. Et puis le quatrième, c'est Rafik Smati ce matin. Bonjour Rafik. Bonjour. Chef d'entreprise et président du mouvement Objectif France. Alors, on va dans un instant parler on va parler d'un Black Friday notamment, le grand bazar ou pas, mais les coups de cœur et les coups de gueule ce matin de vous, chers débatteurs. On commence avec vous, Pascal. Coup de gueule contre la déclaration de Gérald Darmanin sur les journalistes et leurs préfets. J'en dis pas plus. Oui, parce que, écoutez, on a vu cette arrestation scandaleuse d'un journaliste mardi alors qu'il couvrait une manifestation. Il a fait quelques heures de garde à vue, ouais. Oui, quelques heures, même de longues heures, puisqu'il n'a été libéré que le lendemain après-midi. France Télévisions s'est élevé à juste titre contre cette atteinte à la liberté d'informer et à la possibilité pour les journalistes de faire leur boulot. On sait que cette loi est extrêmement liberticide de ce point de vue, d'ailleurs, par rapport à la faculté que pourraient avoir dans l'avenir des journalistes de filmer les forces de l'ordre en intervention et de pouvoir donc dénoncer notamment les violations, les atteintes aux libertés, les atteintes aux droits de l'homme qui pourraient être commises dans ces manifestations. Et donc maintenant notre ministre de l'Intérieur non seulement ne regrette pas cette interpellation, mais la conforte, la confirme, la justifie, la légitime en disant qu'il faut que les journalistes finalement soient en train de, au lieu de faire leur boulot, de référer aux autorités à chaque instant de leurs faits et gestes lorsqu'ils couvrent des événements comme ça. Alors on est dans une cascade depuis des mois et grosso modo depuis l'avènement de l'empereur Emmanuel Macron au Louvre, dans une violation permanente de nos libertés individuelles, dans une atteinte permanente aux droits de l'homme, à notre Constitution et finalement sous couvert de lutte contre le terrorisme, sous couvert de lutte contre le Covid. On trouve tous les alibis depuis maintenant 3 ans pour justifier ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que nos parlementaires s'élèvent contre ça au lieu de conforter ça. Il faut que notre ministre de la Justice, qui a fait du renoncement à ses valeurs une sorte de credo, ancien avocat, au lieu de vouloir rajouter des articles de loi dans cette loi déjà liberticide, se rappelle qu'il était là pour défendre les libertés et le droit à chacun de chacun à vivre normalement. Mais la question que je me pose, c'est comment Gérald Darmanin, qui connaît parfaitement le droit et les libertés de la presse aujourd'hui, comment il peut proposer ça, de demander aux journalistes, quels qu'ils soient, pour n'importe quelle manifestation, d'abord de demander l'aval du préfet. Enfin, je vois pas comment ce texte peut arriver à ce point à être validé, en sachant en plus qu'à l'Assemblée nationale, quelques anciens journalistes sont devenus députés et députés de la majorité en plus. Je suis bien d'accord avec vous. On se pose la question. Néanmoins, pendant qu'on se pose la question, eux continuent les atteintes à nos droits et à nos libertés. Et donc, voilà, je voulais juste mettre une nouvelle fois l'accent là-dessus, parce que semaine après semaine, alors, j'ai beau le dire et le crier, évidemment. Non, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va nous expliquer la réflexion de Gérald Darmanin ou pas, d'ailleurs, sur ça. Non, c'est pas la réflexion de Gérald Darmanin que je vais expliquer, mais ce que vous venez de dire est un avis qui vous est très personnel, parce que vous le vouliez ou non, ce ne sont pas les journalistes qui rendent la loi, la justice en France. C'est le palais de justice, c'est la justice. C'est valable dans tous les pays industrialisés. Le Watergate aux États-Unis dans les années 70, évidemment l'affaire est sortie par des journalistes, c'est parce qu'ils sont passés devant une commission judiciaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette loi, on ne veut pas que des journalistes ou n'importe qui prennent en photo n'importe qui et balancent sur les réseaux sociaux en disant « Regardez ce qui se passe ». Il y a quelques mois, on a vu une femme lors d'une manifestation de soignants, cette image a fait le tour de tous les réseaux sociaux, qui était arrêtée par la police, mais on avait coupé avant le moment où elle jetait des pierres sur la police. C'est simplement pour éviter ça. Et c'est pas liberticide. La loi, vous pouvez toujours
faire passer n'importe quelle chose. Vous avez des témoins, vous avez des éléments. Mais attendez, le boulot des journalistes n'est pas d'aller en justice, pardon. Le Watergate, ils ont publié avant d'aller en justice. Alors là, je tombe. Le journaliste, maintenant, pour vous, c'est quelqu'un qui doit aller en justice. Non, c'est pas son boulot. Le journaliste, il est là pour informer, pour publier les choses. S'il veut dénoncer un fait, ah bah si. S'il veut dénoncer un fait en disant qu'il y a telle partie qui l'a fait contre une autre, pour que ce soit, et pas que les journalistes, tout le monde. On doit forcément passer devant la justice avec un dépôt de plainte. C'est pas quand on est journaliste. Non, mais là, pardonnez-moi, mais on parle de l'autorisation qui est demandée, qui serait demandée, parce que pour l'instant, le texte n'est pas encore au terme de son parcours législatif, mais le ministre de l'Intérieur explique que pour pouvoir suivre une manifestation, alors là, on parle de manifestations qui dégénèrent, mais pardonnez-moi, il y a des manifestations tous les jours, pour plein de raisons. Il faudrait que les journalistes aillent en préfecture demander, on va dire, un laissez-passer ou une accréditation pour la suivre. Je ne sais pas si vous voyez comment, en termes de liberté, ça pose quand même quelques questions. Le droit d'informer. On est rentré dans une période où finalement ce gouvernement et Macron et toute son équipe sont fascinés par leur propre pouvoir. Et cette fascination, on a vraiment un syndrome d'hubris où ils sont en train de prendre toute une série de mesures qui sont restrictives de liberté. Ça vient simplement s'accumuler avec les mesures précédentes. Ils légifèrent sur la date à laquelle on va pouvoir aller acheter un sapin. Ils légifèrent sur 1000 sujets. Pris par une sorte de fascination par leur capacité à réguler la société française. Alors après, les journalistes recueillent aussi une partie de ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place avec les fake news dénonçant de temps en temps le fait que un certain nombre de nouvelles qu'on voit sur les réseaux sociaux ne sont pas de vraies nouvelles, donc on peut avoir des réactions en les pointant du doigt aussi. Oui, enfin, pardonnez-moi, mais je pense que pour avoir suivi quelques manifestations, il y a quand même des dizaines de manifestations qui ne donnent pas lieu à des images, à des histoires de fake news. Il y a quand même l'immense majorité, et de gens qui vont devant des préfectures pour manifester pour des raisons de pouvoir d'achat, pour des raisons de liberté, pour tout un tas de raisons. Il y a une manif par jour quasiment. Je pense quand même j'espère quand même que tout le monde comprend l'énormité de ce que demande le ministre par rapport à une profession. Bien sûr, mais ce que je voulais juste souligner, c'est le fait que ils se sont eux-mêmes, un peu comme les politiques, qui sont aujourd'hui pas aimés par la population. Les journalistes ne sont plus aimés par la population en raison de très nombreuses controverses. Ouais. Et quelque part, cette atteinte grave à la liberté, elle risque de ne pas être totalement refusée par la population qui dit bah, c'est bien fait, c'est leur tour. C'est un peu la société un peu délicate dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, on va continuer. Alors, moi, je prends quand même le pari devant vous que ce texte n'arrivera jamais au bout. Mais bon, on verra. Je peux me tromper. Ah bon, bah écoutez, voilà. Jérôme, avant la pause, mais je pense qu'on enjambera derrière, on continuera avec vous. Le coup de cœur pour vous, c'est la Slovénie qui rejoint la Hongrie et la Pologne, qui à eux trois arrivent à planter le plan de relance européen. Allez-y, Jérôme Rivière. Si vous voulez, dans un moment où il y a 1000 raisons d'avoir des coups de gueule, parce que comme on vient de le voir, c'est une période un peu particulière, je voulais quelque chose de positif. Et ce qui est positif, c'est un petit peu le retour de l'État-nation. Vous savez, l'Union européenne, c'est une immense machine qui est là pour broyer les souverainetés des différentes nations. Et dans le cadre du plan de relance et du budget, les députés européens et la Commission se sont mis en tête de lier le versement des fonds du plan de relance au respect de l'état de droit. Alors, pas l'état de droit de façon générale, puisque la définition de l'état de droit, ça va être la définition qu'en ferait la Commission européenne ou le Parlement. C'est-à-dire, c'est un état, au nom de cet état de droit, en fait, on attaque de façon permanente la Pologne et la Hongrie. Et donc, on leur demande d'accepter ce chantage terrible qui serait de dire ou vous acceptez de vous plier à cet état de droit, c'est-à-dire on vient s'ingérer sur la façon dont vous faites de l'enseignement dans votre pays, on vient s'ingérer sur des milliers de sujets qui ne concernent pas l'Union européenne. Et bien là, on a enfin une réaction. Le droit des femmes à disposer de leur corps. Droit des femmes à disposer de leur corps, le statut des LGBT, enfin, 1000 sujets de société, quelle que soit la façon dont on voit ces sujets, ça appartient, c'est des sujets qui appartiennent au pays. Ça vous choque qu'on demande qu'en Hongrie ou en Pologne, on ne rabote pas les droits à l'IVG? Moi, ce qui me choque, c'est que l'Union européenne, Bruxelles et des fonctionnaires bruxellois viennent dire aux Polonais la façon dont il faut gérer leurs affaires. Les Polonais ont élu un gouvernement.
Ce gouvernement est largement majoritaire, et donc il est normal que les Polonais le décident. Donc, juste pour terminer sur le fait que l'Union européenne, c'est le principe des États qui doivent chacun agir, donc c'est le principe de l'unanimité. Et là, au détour d'un texte, le Bruxelles... Il bloque, donc à 3, il bloque 25 États. Eux-mêmes d'ailleurs. Ils bloquent tout le monde, et Bruxelles sera bien... Et vous trouvez ça bien? Je trouve ça bien parce que c'est le retour de l'État-nation. C'est pas à des fonctionnaires bruxellois de décider de comment on va détruire nos impôts. Bon, vous voulez donc que ces pays, ils aient à la fois le beurre et l'argent du beurre. Excusez-moi, mais quand on rejoint l'Union européenne, on peut comprendre qu'il y a quand même un devoir sur les questions de société, d'harmonisation par rapport à la majorité de ces pays. Non, mais il faut pas sinon on ne rejoint pas l'Europe. Mais non, absolument pas. Quand on rejoint l'Europe, il faut regarder les textes. Quand on regarde les textes, il n'a jamais été question de gérer les problèmes de société. Et par ailleurs, quand on voit la façon dont... des fois, on lui demande de gérer les problèmes de société, c'est-à-dire le quotidien des Français. C'est un problème de société. Non. Alors, attendez, Jérôme, je suis désolé. On va faire la pause parce qu'on a le flash de 11h qui va arriver dans quelques minutes et il faut qu'on respecte l'heure parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, dit-on en radio. Mathieu Alterman, Jérôme Rivière, Pascal Bataille, Rafik Smati, nos débatteurs du jour. On revient sur cette question du plan de relance qui est actuellement bloqué. C'est le coup de cœur de Jérôme Rivière ce matin et tout le monde n'est pas d'accord autour de cette table. Vous bougez pas, on fait les infos, on revient juste après, à tout de suite. Et avec nos débatteurs du jour, Mathieu Alterman, journaliste et auteur de Femme fatale aux éditions Quai des Brumes, Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement national, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise et un autre chef d'entreprise aussi avec nous ce matin, Rafik Smati. Alors, on en était, messieurs, à la position de la Hongrie, de la Slovénie et de la Pologne, donc qui bloquent le plan de relance européen de quelques 700 milliards d'euros parce qu'ils ne veulent pas le lier à ce qu'on leur demande, c'est-à-dire le respect de l'état de droit dans leur propre pays. Mathieu, vous n'étiez pas du tout d'accord. Allez-y. On en était là. C'est-à-dire que moi, je me réjouis pas de quelque chose qui bloque et qui est susceptible de relancer l'Europe. Je trouve pas ça réjouissant. Je trouve ça dramatique. C'est bloqué par des gens qui ne représentent pas, en plus, le moteur économique du continent. C'est un caprice. Évidemment, c'est un levier. On voit que ce levier, on va le faire pour exprès embêter les pays frontaliers. Je trouve ça lamentable. C'est exactement l'inverse en fait, parce que c'est absolument pas eux qui bloquent, c'est de façon tout à fait arbitraire sur un plan de relance dont on a besoin, dont les entreprises ont besoin. C'est la Commission qui a décidé d'introduire. Et c'est la Commission qui décide d'introduire un sujet. La Commission décide d'introduire un sujet qui n'a rien à voir dans ce débat-là en disant je vais en profiter pour vous imposer l'état de droit, c'est-à-dire ma vision de la société. Non, ils n'imposent pas, c'est pas tout à fait la même chose. Ils demandent... Ils imposent leur vision de la société. Ces pays, la Hongrie, la Pologne, comme la France, ont des pratiques démocratiques normales et élisent leur gouvernement, leur chef d'État. Et là, sur un sujet qui est économique, qui est la relance face à une crise terrible, on vous dit, vous inquiétez pas, ces fonds ne sont disponibles si vous adoptez le modèle de société que Bruxelles veut vous imposer. Les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je me réjouis, c'est parce que c'est le retour des États-nations. Et le fait que les peuples peuvent disposer d'eux-mêmes. Et donc on se priverait de 700 milliards de relance. Mais non, parce que l'Union européenne se débrouillera pour retirer cette demande qui est ridicule. Se pose la question de ce à quoi sert l'Europe. Ouais, Rafik. Et Dieu sait à quel point les missions de l'Europe sont importantes dans bien des domaines, et notamment dans le domaine actuel qui est celui d'une relance économique suite à une crise qui est absolument historique. Je ne comprends pas que lorsqu'il s'agit d'un plan de relance qui est censé remettre la machine en marche et redonner du pouvoir d'achat européen aux Européens, je ne comprends pas que la Commission européenne fasse ce lien avec la notion d'état de droit. Très honnêtement, je ne comprends pas. On est dans du délire technocratique. Et si l'état de droit devait être une priorité de la Commission européenne, sachant que la réalité, c'est que l'état de droit, c'est une prérogative régalienne des États. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres prérogatives qui sont celles de l'Union européenne, mais le maintien de l'ordre et le régalien, c'est par définition le propre de l'État. Mais si la Commission européenne a envie de se mêler de cette question, qu'elle s'intéresse à un autre sujet régalien sur lequel elle est étonnamment absente, c'est le sujet de la protection des frontières. Là, on l'attend. Nous avons des frontières communes. Qu'elle mette son nez dans la protection des frontières. Mais c'est un petit peu facile, uniquement dans des buts politiciens, parce qu'on sait très bien que les pays, notamment la Hongrie et la Slovénie, ne sont pas forcément en odeur de sainteté à Bruxelles. C'est un peu mesquin de se servir d'un plan de relance à visée économique qui est censé être fait pour le bien des Européens
pour... Que tout le monde ait les mêmes règles, ça vous choque pas? Ça vous choque? Mais non, mais c'est pas ça. Enfin, L'état de droit. Non, mais l'état de droit. Si demain un État remet la peine de mort au sein de l'Union européenne, il considère pas. C'est un peu ça l'idée. De toute façon, c'est interdit. Non, mais c'est de toute façon interdit par les traités de remettre la peine de mort dans n'importe quel pays. Maintenant, chaque pays a sa constitution. Non, mais que la Pologne rogne sur l'IVG des femmes, ça vous pose pas de problème? Mais c'est pas une question de rogner sur l'IVG. Mais c'est le problème des Européens. Enfin, c'est le problème des Polonais. Ou alors on considère, mais c'est un choix et c'est une discussion qu'on peut avoir, que les Polonais en tant que peuple Donc on peut prendre ce qui est intéressant pour soi-même dans l'Union européenne, mais rejeter ce qui nous intéresse pas en fait. Mais l'Union européenne, il y a un cadre, il y a une politique extérieure commune, il y a une politique commerciale commune, ce qui est déjà pas mal. Il y a soi-disant une politique de frontières, ce qui n'est pas le cas. Il y a des ajustements de normes dans un certain nombre de domaines. On connaît les missions de l'Union européenne. Donc maintenant, je veux bien qu'on dise, enfin c'est un débat de société, je veux bien qu'on dise que les pays ne servent plus à rien. Mais si maintenant un pays n'est plus maître de ce qui se passe chez lui en matière de maintien de l'ordre et d'État régalien, c'est juste qu'il n'y a plus d'État. C'est un choix. Vous avez la parole. Parlons justement de votre coup de gueule aujourd'hui, Rafik. Coup de gueule contre cette technocratie, pas européenne, mais vous dénoncez celle à la française. Nous sommes en train d'assister depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, depuis le début de la crise du coronavirus, la séquence 1 et la séquence 2, on est en train d'éclater à l'effondrement de la bulle technocratique française. Et là, ce qui se passe depuis quelques semaines nous offre un spectacle absolument affligeant. Et je vais vous donner quelques exemples précis qui montrent à quel point on est en train de complètement péter les plombs et ce modèle technocratique français est en train de partir en vrille. J'entendais le ministre de l'Agriculture s'exprimer cette semaine à propos des sapins de Noël, en train d'expliquer qu'il y avait une réunion d'arbitrage pour définir dans un décret présidentiel ou du Premier ministre les modalités de vente du sapin de Noël. Mais regardez où on en est arrivé. Une réunion d'arbitrage, un décret au plus haut niveau de l'État. Qui aurait imaginé Napoléon Bonaparte qui a inventé nos principes, qui pourrait imaginer un dirigeant politique de haut niveau se mêler à ce niveau de détail de la vie de ses compatriotes. Mais je peux vous citer d'autres exemples. Je peux vous en citer d'autres. On parlait hier d'une loi contre la glottophobie. Bon, je veux bien que la glottophobie qui est le fait de se moquer ou de ricaner des accents des uns et des autres. C'est une réalité. Je veux bien qu'il y ait un sujet, mais très honnêtement, au regard des enjeux historiques que nous traversons aujourd'hui, est-ce qu'il est responsable de se faire saturer le processus législatif et notre Assemblée nationale avec ce type de sujet? Et enfin, troisième point, et pardonnez-moi, les bras m'en tombent, le ministre de l'économie qui appelle à décaler le Black Friday. Le Black Friday qui, par nature, intervient le lendemain de Thanksgiving. Donc, on peut s'interroger sur la légitimité d'importer cette fête en France. Je trouve que c'est complètement débile, mais à la limite... Ça, c'est pas le gouvernement qui l'a importé, c'est les enseignes. C'est le marketing, exactement. Mais que le gouvernement français veuille décaler cette date... non, il propose. Oui, il leur donne pas. Propose. Je rappelle un truc important. Les commerçants ne demandent pas ça. Les commerçants demandent une seule chose, c'est pouvoir ouvrir. Et encore une fois, vous avez le monstre technocratique en face, incapable de prendre des décisions, qui agit par des limites, par des interdictions et par le fait de reculer le périmètre d'action. Au lieu d'autoriser la réouverture des petits commerçants, on demande à reporter le Black Friday, ce qui est complètement débile, puisque évidemment, vous imaginez bien que le Black Friday avec sans Bruno Le Maire, il aura lieu notamment sur Internet, et ça fera les choux gras des grandes multinationales et notamment d'Amazon. Donc, n'ayant pas, pour citer Jean Jaurès, n'ayant pas la force d'agir, qui veut réagir à ça? La bulle technocratique française. Alors, nous le payons. Halte à la technocratie, Mathieu. Alors, je pense qu'en fait, on devient de plus en plus technocratique quand on a de moins en moins d'autorité. Je pense que c'est lié. Il y a une absence complète d'autorité de l'État. Donc, tous les jours, on essaye de dire, les Français, faut qu'ils fassent ça à telle date, faut qu'ils fassent ça à telle date, parce que ça évite de faire des contrôles. Je prends toujours l'exemple du déconfinement qu'il y a eu à New York. Vous savez qu'à New York, si un restaurant respectait pas, il était contrôlé, il était fermé, mais dans l'heure, immédiatement, avec un contrôle permanent. Ici, en France, on voit qu'il n'y a pas ça, quoi. Donc, on est obligé d'aller dans une direction technocratique. Je pense qu'on peut peut-être d'ailleurs enchaîner avec
Mon coup de gueule, oui, c'est tu ça. parles d'Amazon, puisqu'on vient de parler justement du Black Friday. Moi, je suis désolé, je défends évidemment Amazon, évidemment, qui est une entreprise qui a compris comment le commerce allait se passer il y a 20 ans, qui a réussi, et qui est devenue une sorte de diable en France, là, depuis ces dernières semaines, alors que l'Europe propose absolument aucune alternative sur du marché numérique de consommation. Et qu'on le veuille ou non, le commerce est un domaine qui s'est fait de révolution, de destruction et de création d'emplois depuis toujours. Nous sommes passés des épiceries au 19e siècle, après nous sommes passés à l'électricité, la chimie, donc c'est les grands magasins, après il y a eu les hypermarchés, le e-commerce depuis 1995, et on va vers le commerce ambiant. Et aujourd'hui, la vérité, c'est qu'à moins d'avoir une expérience client très forte dans le domaine du luxe, par exemple, tout le reste va disparaître, et nous allons vers le tout numérique. C'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est comme ça. Et ça, c'est amusant parce que c'est en tout cas intéressant. Jérôme. Il y a vraiment, on voit bien deux visions qui s'opposent. Celle défendue par Mathieu Alterman, c'est la vision globaliste, mondialisée, celle qui est d'ailleurs défendue par l'Union européenne. Et je comprends que tout à l'heure, il est réagi comme ça à mes propos. C'est celle qui considère qu'en fait, les nations, l'enracinement, le localisme, la capacité à consommer, à proximité, tout ça, c'est dépassé et que tout ça appartient. C'est faux. Non, vous ne pouvez pas dire ça. terminer. C'est faux. Attendez, Amazon vend des produits de producteurs locaux français. Ils n'ont même jamais été aussi contents parce qu'ils ont trouvé une plateforme qui leur vend en direct leurs produits. Écoutez, c'est en totale opposition parce qu'aujourd'hui, la proximité et le commerce. Monsieur Rivière, ça n'est pas qui n'a jamais acheté autour de cette table sur Amazon un jour dans sa vie, honnêtement? Mais c'est pas parce que j'ai acheté sur Amazon, j'en conviens. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, avancer vers une société qui décide que rien d'autre n'existera, que c'est le sens de l'histoire et qu'il faut se débarrasser des commerces, c'est faire fi de la réalité des commerces de proximité qui sont aussi un lieu de socialisation. Excusez-moi, il n'existe pas en France et en Europe que Paris. Il existe aussi des tas de zones urbaines, des tas de zones rurales, pardon, où il est important d'aller le matin se promener dans une librairie, d'avoir un échange avec le libraire. Il existe. Mais il n'y en a plus. Mais c'est pas vrai. Vous en avez aujourd'hui. Ils sont en train d'être tués. Des librairies depuis 30 ans. Mais arrêtez. Et l'ennemi, c'est pas Amazon, c'était la grande surface, monsieur. C'était les hypermarchés qui ont tué les librairies. C'était pas Amazon. Vous savez, c'est pas en an. Vous avez 30 ans de retard. Non, cher monsieur, il existe heureusement dans les zones rurales, dans des tas d'endroits, au-delà d'Amazon, au-delà des librairies, il existe des boucheries, il existe toutes sortes de petits commerces, des commerces de proximité, des tabacs qui aujourd'hui sont totalement étouffés par les décisions prises concernant ce confinement. Alors les chiffres publiés hier sur les petits commerces de bouche disaient l'inverse, hein, monsieur Rivière. Les chiffres publiés hier sur les petits commerces de bouche qui, grâce ou à cause du confinement, en tous les cas, ne se sont jamais aussi bien portés en termes de chiffres de vente, les bouchers, les fromagers, tous ceux qui vendent des biens essentiels et qui aujourd'hui voient revenir finalement toute cette campagne, voient revenir des clients. Vous avez quelques c'est les chambres de métiers, c'est les chambres d'artisanat qui effectivement donnent ces chiffres-là. Je pense quand même qu'elles ont des retours aussi de chiffre d'affaires. Alors on va dérouler. Vous regardez la réalité dans les rues, vous promenez dans les rues, vous voyez les boutiques fermées et vous verrez que ces boutiques mais de biens non essentiels pour l'instant, puisque ceux qui sont fermés, ce sont les biens non essentiels. La digitalisation peut les sauver. Seule la digitalisation pour les sauver. Je ne fais que des conférences actuellement avec des grands chefs d'entreprise là-dessus. Encore hier, avec le directeur de la Maison du Chocolat, pour pas citer, on ne va pas faire de plus, mais je le dis quand même. C'est la digitalisation qui les sauve. C'est factuel. Et ceux qui ne sont pas dans le digital, vont malheureusement disparaître. N'importe quel petit producteur de n'importe quoi dans notre pays doit avoir un relais Internet pour pouvoir vendre par Internet, et c'est ce qui va le sauver. Juste un mot pour dire que... Rafik, en effet, et Pascal aussi, peut-être qu'on ne vous a pas entendu depuis longtemps, Pascal. Mathieu Alterman a parfaitement raison. Vous savez, je suis moi-même chef d'entreprise dans le domaine du numérique. Et une révolution, quand on ne peut pas l'empêcher, il faut essayer de l'embrasser. La révolution numérique, on ne l'empêchera pas. Elle est là, elle est devant nous. Alors, on peut avoir un jugement moral sur cette révolution numérique, toujours est-il qu'elle est là. Et plutôt que de se poser la question de comment faire pour interdire Amazon, qui est le grand méchant loup, moi, je préférerais que nous ayons une posture de conquérant en France, qu'on se dise comment créer les conditions pour faire émerger des Amazon qui soient des Amazon français et qui profitent au tissu local. Sachant que, et c'est important de le signaler, n'ayons pas une posture complètement hors sol. Vous avez des milliers de petits commerçants français aujourd'hui qui accèdent à l'exportation grâce à Amazon.
Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas Amazon contre le reste des petits commerçants. Vous avez une multitude de... La place de marché de Amazon est devenue une place de marché, place de marché de référence. C'est l'un des plus grands distributeurs de produits pour nos PME et leur donne accès à l'international. C'est une chance inespérée pour le savoir-faire français. Absolument. Alors, on va dérouler c'est un peu lié tout ça, hein, puisque Amazon, le Black Friday, c'est deux choses qui s'enchaînent avec Bruno Le Maire, donc qui a lancé cet appel à tous les acteurs de l'économie pour décaler d'une semaine. Ça devait démarrer vendredi prochain, en quoi qu'effectivement sur Internet, on reçoit déjà tous des alertes nous expliquant que on peut déjà bénéficier de réductions de 30, 40, 50% à l'occasion du Black Friday. Alors, c'est 6 milliards d'euros qui sont échangés chaque année sur cette période de remise un mois avant Noël, ces opérations de relance. Et là, donc, le ministre de l'économie qui propose de le décaler d'une semaine, très certainement pour permettre aux petits commerces d'être prêts eux aussi pour pouvoir organiser ces rabais en même temps que ce qui se passe sur Internet. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes, comme certains, à dire que c'est un grand bazar auquel plus personne ne comprend rien? Est-ce que c'est le rôle du ministère de l'économie de s'immiscer dans des règles commerciales comme ça? Ou est-ce que le gouvernement doit tout faire, comme il essaye aujourd'hui visiblement, de faire en sorte que les petits commerces non essentiels puissent réouvrir au plus vite? Qui veut... C'est évidemment Pascal. ça, si je peux me permettre, c'est évidemment ça la priorité, c'est de permettre à tous de travailler, parce que moi je pense que par rapport au débat que nous venons d'avoir, la réalité me semble de ne pas opposer Amazon et les petits commerçants. La problématique est plus que chacun puisse travailler en ayant à peu près les mêmes règles. Or, la problématique du numérique, on le sait bien, c'est que les grands acteurs du numérique aujourd'hui échappent pour la plupart aux normes et aux règles très draconiennes et parfois très handicapantes qui sont imposées à beaucoup de petites entreprises françaises et notamment, par exemple, aux commerçants. A fortiori, en ce moment, puisque sous prétexte de Covid, on les empêche tout simplement d'ouvrir et de travailler. Et ce n'est pas le numérique, c'est une vision de Parisien, pardon, mais ce n'est pas le numérique qui va sauver le petit marchand de vêtements ou de bijoux ou la petite enseigne. Mais parce que son cœur de clientèle restera toujours, même s'il essaie de s'ouvrir grâce à un site internet, et beaucoup le font et ils ont raison de le faire, mais son cœur de clientèle restera forcément toujours local, et si on l'empêche d'ouvrir, il ne pourra jamais trouver un volant de clients et un volant de commandes suffisant pour le faire vivre. Donc la réalité, c'est d'essayer ou de déréguler. Et c'est comme le combat entre Airbnb et les hôteliers. C'est comme le combat entre Uber et les taxis. Là, le problème n'est pas d'empêcher et d'interdire le numérique. Le problème est que certains acteurs jouent avec des règles. Et il y a des joueurs qui jouent avec certaines règles et d'autres qui jouent en face sans ces mêmes règles. Et donc, le combat n'est pas équitable. Donc, ou on dérégule, ou on inflige. Mais malheureusement, on voit bien qu'on ne le peut pas aux acteurs du numérique. Est-ce que ça serait absurde, Pascal ? Est-ce que ça serait absurde de dire finalement le Black Friday pour que tout le monde puisse s'organiser soit décalé au 4 décembre, hein. C'est des infos qui commencent à circuler, c'est de décaler d'une semaine. Est-ce que ça serait totalement absurde ? Mais c'est pas absurde en soi du tout. Le Black Friday, on y met la date qu'on veut. On parle bien aujourd'hui de mettre Noël en juin. Donc certains éminents professeurs de médecine en sont là. C'est juste ahurissant. Donc pourquoi pas décaler d'une semaine? Mais ça veut dire quoi décaler d'une semaine? Ça veut dire qu'une semaine plus tard, on sera tout d'un coup en mesure d'ouvrir les commerces dits non essentiels, avec des gros guillemets autour de non essentiels, parce qu'un pays qui juge essentiel la vente d'alcool, mais qui juge non essentiel la vente de livres, me surprendra toujours, surtout quand il s'agit de la France. Mais un pays qui, soi-disant... C'est un peu plus compliqué que ça. Allez, vous gardez vos arguments, Mathieu. Ont refusé d'ouvrir. Mathieu, Jérôme, Pascal et Rafik, vous ne bougez pas. Je suis obligé de faire une petite pause là sur l'antenne. On va continuer de parler de ce Black Friday possiblement repoussé d'une semaine. C'est ce que souhaiterait en tous les cas le ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais en sachant qu'est-ce que c'est vraiment lui qui va prendre la décision finale, ou est-ce que ça va se faire du côté de Matignon, voire de l'Élysée. On nous dit aussi que tout simplement les décisions
prévisions seront vérifiables en fonction du jour où va intervenir Emmanuel Macron, soit en début de semaine, soit en fin de semaine. Ça sera déjà une indication sur l'ouverture prochaine ou pas des petits commerces. On s'arrête un instant et vous nous appelez 0826 300 300 si vous avez compris quelque chose à ce Black Friday et la date qui est retenue. Vous nous appelez, on vous attend et vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. À tout de suite. Faut-il repousser le Black Friday à la semaine prochaine, en tous les cas d'une semaine? C'est ce que préconise Bruno Le Maire et ce qu'il aimerait effectivement mettre en place afin de contrer les énormes ristournes qui se profilent avec ce Black Friday. 6 milliards d'euros échangés rien que l'année dernière. Ces 85% ont été réalisés dans les commerces physiques. Donc on en était là avec notre débat d'aujourd'hui. Mathieu Alterman, journaliste, Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement national, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, autre chef d'entreprise, Rafik Smati. Mathieu, vous aviez la parole avant la pause. Sur ce sujet, est-ce que c'est... déjà, qui va prendre la décision? Parce que Bruno Le Maire le souhaite, mais visiblement, il y a aussi une guerre de pouvoir au niveau du sommet de l'État, entre Bercy, entre Matignon et entre l'Élysée dans cette affaire. De boire de l'alcool mais pas d'acheter les livres. Il faut savoir qu'en fait le syndicat des librairies indépendantes a refusé l'exception d'ouverture lors du premier confinement. Il y a eu ces situations, c'est à cause de la décision du syndicat des librairies indépendantes. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le Black Friday, j'ai envie de vous dire, il y a un Black Friday dans le monde entier. Est-ce qu'on le reporte dans les autres pays? La réponse est non. Voilà. Est-ce que la France va être l'exception absolue à chaque fois à prendre une décision qui bloque toute une partie de l'économie? Oui, malheureusement. Est-ce qu'on va repousser Halloween? Est-ce qu'on effectivement on va faire Noël au mois de juillet? De toute façon, le Black Friday depuis quelques années bénéficie évidemment au digital, et si on n'ouvre pas, ça va être le digital va faire 80% du chiffre. C'est malheureux, et je trouve ça scandaleux évidemment. Mais ça vient de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un problème d'autorité. Il suffirait de contrôler que les mesures sanitaires soient bien prises dans les commerces, avec une punition pour les gens qui ne les respectent pas, qu'on pourrait ouvrir. C'est ça le problème. Qui va intervenir encore? Si vous voulez, pardon. Jérôme Rivière. C'était simplement pour réagir là pour le coup. Effectivement, le Black Friday, c'est une opération commerciale d'envergure mondiale. C'est pas le gouvernement français qui peut s'opposer, en tout cas sur la partie qui concerne les ventes sur le digital, sur Internet, à mettre en place ce Black Friday qui aura lieu. Donc, il peut encore, comme le disait Pascal tout à l'heure, imposer une règle au commerce physique, les quelques commerces physiques qui sont ouverts en France, handicaper encore plus les commerces de proximité et simplement mettre ces commerces dans une difficulté plus grande encore. Je crois que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Par ailleurs, je suis un peu choqué quand on compare en permanence Noël avec l'ensemble des autres fêtes, que ce soit Halloween, le Black Friday, etc. Noël a une autre connotation que simplement une connotation commerciale. Et quand j'entends un certain nombre de gens délirer sur le thème, on va mettre Noël à un autre moment, tout ça n'a pas beaucoup de sens et c'est relativement irrespectueux de gens. Parce qu'on se met à la place du commerçant. Un commerçant, quand il pense Noël, il pense chiffres. C'est pour ça qu'on dit ça. Non, tous les commerçants ne pensent pas exclusivement chiffres. Vous avez une vision extrêmement réductrice. Attendez, un commerçant, il fait son chiffre. Jérôme Rivière, si vous avez un commerçant qui ne pense pas chiffre d'affaires au moment des fêtes de fin d'année, moi je veux bien rencontrer. Je vous ai dit qu'il n'existe pas simplement une vision mercantiliste des choses et qu'aujourd'hui, heureusement, il existe des gens qui ont une vision aussi un peu spirituelle des choses et que en permanence comparer Noël avec, je vous le dis, Halloween, qui n'ont rien à voir. Il y en a une, c'est une opération purement marketing. L'autre qui a une notion beaucoup plus forte et qui recouvre autre chose dans notre société que simplement du commerce. Monsieur, le Père Noël est une invention de Coca. S'il est rouge, c'est parce que Coca... Excusez-moi, on ne vous parle pas du Père Noël. Non, mais c'est bien le bobo mondialisé, excusez-moi. Si vous voulez bien... que Noël est aussi un phénomène marketing. Aussi. Alors, c'est pas aussi. C'est voilà, aussi. Alors, on va aller à Perpignan, si vous le voulez bien. Deux petites minutes, parce qu'il y a Yvette qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour, Yvette. Bonjour à tout le monde. Là, j'ai vu que vous aviez des chroniqueurs férus en magasin, en ouverture, vous avez vu ça? Ben oui, mais on les choisit. Là, oui. Donc, je voudrais poser une question, même deux. Voilà, comment ça se fait? Il y a bien un qui va savoir me répondre quand même. Comment ça se fait que depuis à peu près 1 an et demi, au pire 2 ans, les grandes surfaces comme Auchan, etc., Leclerc, etc., et les moyennes comme Aldi, Lidl, etc., ouvrent maintenant le dimanche matin? Qui est-ce qui leur a permis ça? Ça permettait aux petits commerces et aux marchés
d'aller mieux. Qui est-ce qui les laisse ouvrir comme ça les jours fériés en plus? Parce que je pense que nos ancêtres se sont battus en 36 pour avoir des congés payés et tout, et que maintenant, les jours fériés, c'est ouvert. Je voudrais qu'il y en ait un de vos chroniqueurs qui me réponde qui est-ce qui a pondu cette loi-là. Merci. Non, mais il n'y a pas de loi, madame. Mathieu Il n'y a pas de Alterman. loi, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. D'ailleurs, vous avez cité Leclerc qui est très réticent à ça. Il le fait uniquement pendant les périodes justement des fêtes de fin d'année. Mais la plupart du temps, il ne le fait pas parce que c'est... Ça dépend des vraiment, préfectures aussi. Oui. Et puis Leclerc, il y a une décision de la part de la direction de ne pas généraliser ça. Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui sont contents de travailler le dimanche parce que c'est mieux payé également. On ne peut pas négliger ça. Vous avez des étudiants qui, la semaine, travaillent à la fac. Ils n'ont que le dimanche pour pouvoir se faire de l'argent. Ils sont très contents de travailler dans des boutiques ouvertes. Arrêtez, ça permettait quand même aux petits commerçants d'avoir un souffle de vie. Alors, parce que à la fac, vous pouvez travailler chez McDonald's. Le commerçant n'a pas plus le droit d'ouvrir le dimanche que le grand, madame. Mais si, c'est pour ouvrir le dimanche, il faut pas de salariés, sinon il faut un arrêté les petits commerçants, je parle des boucheries, des boulangeries, etc. Ça leur donnait un souffle de vie. Mais comme aller sur le marché tranquille, aller à la poissonnerie, plutôt qu'aller tout faire dans une grande surface. Si, monsieur, ça leur donne un souffle de vie. Vous vivez dans la vraie vie ou vous vivez à côté de la vie, vous? Permettez aux gens d'être mieux. Alors, je pense que Yvette, je pense que Mathieu vit dans la vraie vie, comme nous tous d'ailleurs, mais c'est vrai que les habitudes de consommation font que dans certaines zones, en fonction aussi des zones géographiques, vous êtes du côté de Perpignan, je crois que Perpignan est la ville de France où il y a le plus grand nombre de mètres carrés de grandes surfaces par nombre d'habitants, si je ne me trompe pas, Yvette. Au Mans, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a au Mans? Il y a la mer, pas loin. Alors, s'il y a 250 km, il y a quoi? Les montagnes? Ah si, c'est loin, les montagnes. Mais il n'y a rien, là. Pourquoi ils ouvrent le dimanche matin? Ils ferment le dimanche matin, permettant aux boucheries, aux boulangeries de travailler. Alors, est-ce que vous allez faire le Black Friday? Petite question, parce qu'on en était là et on va partir sur le déconfinement après vous. Ah oui, bon, je sais pas, tous ces trucs anglicistes. Moi, je trouve que c'est un peu tordu. Il y a un jour pour ci, un jour pour ça. Ça, c'est un peu tordu. Bon, je m'en fous du Black Friday, je m'en fous de tout ça. C'est nul, c'est nul. Ça permet peut-être au commerce de je sais pas quoi, et en plus d'employer toujours ces mots anglais là pour dire un truc. C'est de le vendredi noir, on va l'appeler. Voilà, c'est le vendredi à chier, voilà. Bon, et ben comme ça c'est dit. Vous êtes pour que les gens fassent, vous êtes pour que les commerces vendent des choses, mais en même temps vous êtes contre pour qu'ils vendent des choses. C'est un peu compliqué quand même. Soit l'un, soit l'autre. Yvette, on vous embrasse. Moi, j'aurais quand même souhaité. Attendez, on dit au revoir à Yvette. Ouais, on va en dire au revoir à Yvette et on la salue. Du côté de Perpignan, vous nous appelez toujours au 0826 300 300. Jérôme Rivière. Mais je trouve qu'elle vient quand même exprimer la vraie inquiétude de gens qui aujourd'hui se retrouvent dans une, comme l'expliquait, je crois que c'était Pascal tout à l'heure, dans un monde où il y a deux règles. Vous avez les règles pour les grandes surfaces, les grands commerces qui peuvent s'adapter, qui ont d'abord une marge de travail de négociation avec leurs salariés qui permet de faire appel à certains d'entre eux pour venir travailler le dimanche parce que c'est encore régulé et il faut un arrêté préfectoral pour ouvrir le dimanche. Et de l'autre côté, les petits commerces qui se retrouvent avec toutes les règles et l'impossibilité d'avoir un certain nombre d'accès privilégiés à leur clientèle. Et bien sûr, mais là, c'est pas le monde ancien, c'est le monde réel aujourd'hui de plein de gens. Oui, mais c'est pas nouveau. Hein. Je crois que depuis que la naissance des grandes surfaces est arrivée en France, ça fait une cinquantaine d'années maintenant, avec effectivement il y avait des règles justement qui permettaient de régler l'équilibre entre les grandes surfaces et les petits commerces. Alors, vous voulez qu'on parle de règles? On va en parler maintenant parce que 3 scénarios sont en train de se profiler. En tous les cas, 3 scénarios possibles sont en train d'être travaillés avec un casse-tête en vue. C'est celui du déconfinement. Alors, sachez bien que désormais, le mot déconfinement est à bannir selon les conseillers d'Emmanuel Macron. Il faut penser autrement, en tous les cas, faire comprendre aux Français qu'on ne vivra pas un déconfinement comme on l'a vécu au printemps dernier. C'est ce que dit effectivement l'équipe autour d'Emmanuel Macron qui réfléchit à cette prochaine intervention télévisée du chef de l'État. D'ailleurs, la date de son intervention, début de semaine ou fin de semaine, donnerait le ton, nous dit-on, sur la possible ouverture de certains commerces à partir de la semaine prochaine, dès vendredi, d'où le Black Friday, ou alors à partir du début décembre. Hein, donc on reviendrait sur la date du 1er décembre. Est-ce que, en parlant de ce déconfinement, est-ce que effectivement vous jugez bon de ne pas utiliser ou qu'on change qu'on change de paradigme par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut se lancer en premier? Ouais.
Qui veut parler d'un autre mot que déconfinement? Moi, je ne sais pas lequel utiliser personnellement, mais il faut plus utiliser déconfinement parce que ça va rappeler la catastrophe du dernier déconfinement. Mais en même temps, on a un Premier ministre qui a été nommé là parce qu'on a jugé qu'il avait très bien géré le déconfinement. C'est ça qui est paradoxal, alors qu'on est tous d'accord aujourd'hui. Enfin, l'autre jour, il a dit que c'était pas super. Bah oui, finalement, c'était pas super. On peut plus parler de déconfinement puisqu'on ne peut plus parler de second confinement puisqu'on sait qu'il y en aura un troisième. Vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a toujours un problème d'autorité. Vous savez, moi, alors vous allez dire que je vais toujours sur le digital, je parle toujours digital, mais vous allez sur Instagram, d'accord? Vous avez la story, c'est-à-dire les petites vidéos que postent plein de gens. Et vous pouvez voir, dans toute la France, en tout cas, qui va dans des fêtes clandestines qui sont interdites, qui va dans des restaurants qui devraient être fermés, qui sont ouverts. C'est très utile pour les parents d'ados, de grands ados, tout à fait. Non, mais il y a même un cas qui a été médiatisé. Vous avez la chanteuse Aya Nakamura la semaine dernière qui a planté une émission télé, une grande émission télé quotidien, qui devait avoir lieu. Et on l'a retrouvée dans un restaurant. On a su où était le restaurant où il y avait des dizaines de gens sans masque. Juste une question. Ce restaurant a été inquiété? Les gens sont venus pour fermer l'établissement? Rien. C'est-à-dire que vous avez des choses c'est des flagrants délits, en fait, de rupture de ce confinement, par beaucoup, il faut le dire, beaucoup de personnes plutôt jeunes. Il y a des vidéos qui sont faites, ils sont contents, ils n'ont pas de masque, ils font you, il y a le lieu, et il ne se passe rien. Donc voilà, moi je suis très inquiet. Moi, je vais vous dire, j'ai pas du tout envie de vivre dans la société que vous nous présentez, une société qui est faite d'absence de liberté, qui est faite de contrôle, de flicage des gens, de volonté de venir faire rentrer. Non, mais la question, Jérôme Rivière, c'est comment on déconfine? Comment on sort de ça? Mais parce qu'il faut arrêter ce confinement qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, le confinement, ça n'est pas la bonne solution. C'est pas lui qui nous permet aujourd'hui de dire que les services de... Attendez, Jérôme Rivière, c'est pas lui qui nous permet aujourd'hui de dire que les services de réanimation ne sont pas saturés? Mais vous savez bien que ça n'est pas lui, puisque à écouter Emmanuel Macron, de toute façon, nous devrions être déjà grâce à plus de 9000 personnes dans les services de réanimation. Oui, c'était les projections de l'Institut Pasteur. C'est pour ça. D'accord, et on devait avoir des millions de morts partout. La réalité, c'est que le confinement, aujourd'hui, c'est une mesure médiévale de restriction de liberté. Ce qu'il fallait faire, c'était faire des tests tous les pays massifs. du monde qui le font, y compris maintenant la Suède qui commence à y réfléchir, ont tort. Tous les pays du monde qui le font n'ont pas des résultats qui démontrent que c'est utile et efficace. Il y a une grande division au sein de la communauté scientifique. Excusez-moi, le débat il n'est pas arbitré dans un sens ou dans l'autre pour savoir si le confinement est la bonne solution. Ce qu'on voit, c'est que les pays d'Asie qui font du test massif, de l'isolement des malades, et ça c'est le plus important. Oui, restrictif. Attendez, vous parlez de liberté. Ensuite, alors, pardonnez-moi, vous parlez de liberté. Je peux vous dire, pour avoir discuté avec... vous parlez de liberté. Je pense qu'à Wuhan, si vous n'avez pas les bons papiers, en tous les cas le bon QR code, vous faites pas ce que vous voulez et comme vous voulez. Je mets pas la Chine. L'Asie ne se résume pas à la Chine. Excusez-moi, il y a quand même énormément de pays en Asie. En Corée, c'est la même chose. Important comme non, en Corée, vous avez aujourd'hui, vous êtes obligé de vous faire dépister. Si vous êtes dépisté, le dépistage est une bonne chose. Vous l'avez dit, on est obligé. Vous pouvez savoir si vous êtes malade. Mais je ne suis. Vous savez, vous essayez de caricaturer mes propos. Non, mais je ne caricature pas. Dire qu'il faut. Mais si, refuser l'absence de liberté, c'est pas refuser c'est pas refuser des règles. Je veux des règles qui nous permettent d'avoir des libertés individuelles. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on nous mette des règles qui ont du sens. Du sens, c'est se faire dépister. Si vous êtes malade, vous êtes confiné, effectivement. Et si vous êtes malade, vous êtes ensuite traité. Mais pour les autres, qui sont l'essentiel de la population française, on vous empêche pas de vivre. On vient pas vous casser les pieds à vous fliquer. On vient pas vous proposer des règles qui vous permettent de suivre votre compte Instagram pour savoir où vous étiez pendant le week-end. Enfin, c'est délirant, cette société dans laquelle on est en train de conduire. Excusez-moi, je comprends, vous voulez en fait faire le dépistage, isolement en cas de personnes malades. Vous avez raison, sauf que ça ne peut fonctionner que si on le fait depuis le départ. Ça aurait pu fonctionner que si on l'avait fait depuis le mois de mars. Et ça peut fonctionner si on s'y jette maintenant. Non, on ne peut plus. C'est fini parce que les urgences sont saturées, vous ne pouvez plus. Vous êtes en plus expert scientifique, c'est merveilleux. Non, mais vous ne pouvez pas. Bien sûr que les urgences ne sont pas saturées. Tous les pays asiatiques l'ont fait depuis le départ. Aucun pays asiatique ne l'a fait en cours, ils l'ont fait depuis le départ. Si vous le faites en cours, vous avez déjà saturation des... J'aimerais... Oui. J'aimerais entendre Pascal Bataille aussi et Rafik Zmati sur ce sujet parce que je vois que l'heure est en train de tourner. Et arrêtez de dire que les urgences sont saturées. Arrêtez de propager ce mensonge éhonté que les urgences sont saturées. Les urgences ne sont pas saturées, elles ne le sont pas et elles ne le seront pas. Et d'autant que pour l'instant, les ressources des cliniques privées n'ont pas encore été exploitées de façon intensive. Donc arrêtez de propager ce mensonge. La vérité, et je rejoins ça un peu ce que disait Jérôme, c'est que si vous regardez les chiffres au niveau mondial, quels sont ces chiffres? C'est que le taux de létalité, c'est-à-dire si on compte le nombre de morts par rapport au nombre de cas avérés,
Alors évidemment, ça met en cause la politique de dépistage, etc. Mais enfin, ce taux de létalité, il est d'environ 2%, quel que soit grosso modo le pays. Et au niveau mondial, si vous prenez le nombre de morts au niveau mondial et le nombre de cas avérés au niveau mondial, c'est pareil, 2%. Si vous prenez maintenant le nombre de morts rapportés à la population des pays, on est, quel que soit le pays, aux États-Unis comme en France, à peu près entre 6 et 7 pour 10 000 décès. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la politique mise en œuvre, le résultat est globalement à peu près le même, avec des fluctuations de moments et de périodes, mais le résultat sur une longue période, sur un temps long, il est le même. Ça veut dire que ce confinement est totalement inutile, ce confinement tel qu'il est pratiqué est criminel, il est absolument criminel pour l'économie, on le sait, on le répète, mais à force de le répéter et de ne rien faire pour l'empêcher, les conséquences sociales, les conséquences humaines, les conséquences sur l'emploi, sur l'économie française vont être infiniment lourdes et irrattrapables, et bien plus graves que le nombre de décès aujourd'hui en France. Donc il faut d'urgence déconfiner, bien entendu, avec des règles, avec une information constante sur il faut continuer de la pédagogie, il faut continuer la sensibilisation, bien entendu, mais il faut déconfiner d'urgence parce que ce confinement, il ne sert absolument à rien. Rafik, parce que j'entends tout le monde sur ce sujet, donc sur ce sujet du déconfinement, avant de basculer sur le dernier thème qui sera effectivement le résultat de la balise IFOP fiduciale qui a été publiée ce matin, justement sur ce que vous disiez, Pascal, sur la perception de la crise sociale qui se profile. Rafik, sur le déconfinement, enfin le mot en lui-même déjà, un déconfinement progressif a priori. Écoutez, la manière dont nous sommes partis aujourd'hui, il va y avoir un effet yo-yo. Confinement, déconfinement, confinement, déconfinement jusqu'au vaccin. Voilà, on est parti dans cette logique-là. La réalité, c'est que nous avons le sentiment que nous avons un exécutif aujourd'hui qui jouit de la capacité qu'il a à pouvoir interdire, relancer, réautoriser, interdire, autoriser, relancer, etc. Or, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous devez aller vous balader, vous devez aller faire vos courses, vous devez aller chercher vos enfants à l'école. Vous avez besoin d'une attestation et si vous ne l'avez pas, c'est 135 €. Vous pouvez être porteur du coronavirus et avoir votre attestation et si vous êtes arrêté, tout va bien. Eh bien, c'est précisément le problème. Le problème, ce n'est pas la personne qui va se faire interpeller et payer 135 € parce qu'elle est allée faire ses courses ou faire sa marche sans prendre son attestation. Le problème, ce sont ceux qui sont porteurs du Covid et qui sont dans la nature. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option que celle de l'isolement si on veut mettre un coup de frein une fois le deuxième déconfinement passé, parce qu'effectivement, Mathieu Aterman a raison, quand les urgences sont surchargées, on ne peut pas le mettre en place. Ils auraient dû le mettre en place à l'issue du premier confinement. J'appelle le gouvernement qui se donne comme objectif d'atteindre les 5000 patients détectés par jour. Aussitôt cet objectif atteint, mettre en place l'isolement. Aussitôt cet objectif atteint. Sans quoi, je le dis ici, nous serons confrontés à une troisième vague, puis à une quatrième vague. Il est important de prendre des décisions fortes, des mesures coercitives. Pas d'attestation si vous sortez faire vos courses. En revanche, si vous êtes porteur du Covid et que vous êtes interpellé, ben là, ce n'est pas 135 € d'amende, c'est 1 500 € d'amende, comme dans plein d'autres pays d'Europe aujourd'hui, et ça fonctionne bien. Donc encore on va dire des restrictions, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est ce que des restrictions raisonnées, chère madame, des restrictions raisonnées. Cette façon que nous avons en France d'imposer la même règle à tout le monde, de manière uniforme, le plus petit dénominateur commun qui transmet une sensation délétère dans l'opinion publique, de perte de liberté, de changement de monde sans savoir où nous allons. Il y a un ennemi, c'est le virus. Nous devons identifier ce virus-là. C'est vrai que des progrès ont été faits en matière de dépistage depuis quelques semaines, c'est une bonne chose. Mais une fois qu'un porteur est détecté, il y a aujourd'hui des applications qui fonctionnent très bien. J'ai téléchargé l'application gouvernementale. J'ose espérer que beaucoup d'entre vous l'ont fait également. Plus nous serons nombreux à avoir cette application, plus nous identifierons à l'intérieur de ces applications, plus nous serons en mesure de tracer où sont les malades, et les malades doivent s'isoler. C'est un problème d'autorité aussi. Le problème, c'est comme vous l'avez souligné, l'amende est ridiculeusement basse, et on a un peu l'impression d'être en CM1 avec quelqu'un qui va nous dire il y a une punition générale, alors qu'on sait très bien quels sont les 3 qui n'ont pas respecté la consigne. C'est ça qui est insupportable. C'est tout à fait ça.
La consigne, ça doit pas être le confinement et de rester chez soi, c'est que les malades restent chez eux. C'est effectivement ce qui était dit. Il faut que les personnes malades soient confinées. Et quand on a confiné, mais c'est de la responsabilité individuelle, Jérôme Rivière. Pour avoir discuté avec des médecins à l'hôpital et au CHU de Toulouse, ils voient passer des patients qui ont le Covid, ils sont dépistés et ils les revoient derrière se balader. Donc il y a aussi une responsabilité individuelle. Vous pouvez mettre toutes les attestations. C'est aussi la responsabilité individuelle de se protéger. Et quand on a confiné, on a dit aux gens restez chez vous, y compris les malades. Restez chez vous, on a confiné la famille avec. Et c'est là qu'il y a eu une dissémination grande du virus. Parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Là, effectivement, c'est ce que disait Catherine Hill ce matin, et qui était invitée avec Patrick Roger, Cécile Nomidibus, et qui disait il faut dépister et il faut isoler, et que tous les hôtels-restaurants qui sont fermés actuellement pourraient servir de lieu d'isolement pour tous les malades aujourd'hui qui sont diagnostiqués via les tests qui sont multipliés. On aurait pu encore continuer à parler de tout ça. Allez, on s'arrête un court instant, mais ça sera un des effets de cette crise. 85% des Français redoutent une explosion sociale dans les mois à venir. C'est le résultat de notre balise IFOP fiduciale Sud Radio avec CNews. 85% donc ont une crainte sociale. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que ce sont de nouvelles mobilisations en vue, et notamment en vue de 2022, qui pourraient glaner et ramasser la mise par rapport à l'élection présidentielle aussi? On y revient dans un instant sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous avez la parole. Sud Radio, parlons vrai. À tout de suite. 0826 300 300. Quelques minutes avec vous, Mathieu Alterman, Jérôme Rivière, Pascal Bataille, Rafik Mati, débatteurs du jour, pour évoquer donc la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio et CNews, publiée ce matin. 85% des Français estiment que le pays pourrait connaître une explosion sociale dans les prochains mois. Alors, dans le détail, 26% des personnes qui ont répondu à cette enquête estiment en être certains, 59% que c'est probable. Dans le détail encore, ce qui est intéressant, ce sont les tranches d'âge. Pour les 50-64 ans, ce sont les plus convaincus par ces difficultés sociales à venir. Beaucoup aussi, 8 sur 10 pour les 35-49 ans. Mais les plus jeunes, eux, sont, on va dire, plus optimistes par rapport à l'échéance sociale. Donc c'est intéressant aussi de s'arrêter là-dessus. Question, est-ce que l'État, les aides de l'État, alors j'avoue que je ne sais plus combien de milliards ont déjà été annoncés pour soutenir l'économie française, mais est-ce que ces aides de l'État pourront quand même éviter le chaos? Qui veut commencer et être assez synthétique, parce qu'il nous reste moins de 8 minutes autour de ce sujet, messieurs? Mathieu. Je pense qu'on peut critiquer certes le déconfinement, le confinement, etc., mais le plan de relance économique pour l'instant est à mon avis peu critiquable. Je m'explique. Il est évident qu'il est compliqué en France, vu l'ampleur du déficit budgétaire, d'injecter de l'argent et d'emprunter. Donc aujourd'hui, emprunter coûte moins cher. Vous savez qu'on est dans une situation similaire à une situation de guerre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va devoir injecter, mais pendant une période T. En gros, pendant une période qui va durer 2-3 ans. C'est pas indéfiniment. En ce sens, c'est moins dangereux qu'un déficit budgétaire qui plonge et qui ne cesse de plonger pendant des décennies. Donc je pense que pour ça, évidemment, c'est plutôt encourageant. Et quant au sondage en lui-même, je trouve ça assez curieux que les jeunes soient plus optimistes alors que leur entrée sur le marché du travail est compromise en ce moment. Tous les gens qui sortent de grandes écoles n'arrivent pas à trouver du travail depuis un an pratiquement. Oui. Jérôme Rivière, est-ce que toutes ces aides de l'État, c'est la question, est-ce que cette économie sous perfusion des aides aujourd'hui, est-ce que ça permettra quand même le fameux quoi qu'il en coûte, est-ce que ça évitera le chaos social ? Je crois que le quoi qu'il en coûte n'est pas possible, parce que ça coûte tellement cher que les mailles du filet sont trop importantes. Aujourd'hui, il y a effectivement des aides qui étaient indispensables. Il y a un plan de relance qui est là pour essayer d'amortir les choses, mais la façon dont l'économie a été immobilisée et continue à être immobilisée crée des inégalités sociales qui sont terribles. Vous savez, pour les fonctionnaires, les salariés de très grands groupes qui sont installés dans du télétravail, le choc a été relativement amorti. Ils ont effectivement une légère dégradation de leur pouvoir d'achat, mais ce choc-là est amorti. Mais moi, je pense aux milliers d'auto-entrepreneurs. Il y a plus de 2 millions d'auto-entrepreneurs en France. Pour eux, c'est une mort économique qui est assurée. Aujourd'hui, la plupart de leurs activités sont arrêtées. Les commerces qu'on évoquait tout à l'heure, mais totalement insuffisantes par rapport aux revenus exacts.
Quand vous discutez avec un chauffeur de taxi qui est installé comme artisan, aujourd'hui, il fait à peine 20% de son chiffre d'affaires. On ne dure pas longtemps sur ce genre de choses. Et si la seule façon d'éviter le chaos, c'est une reprise économique la plus rapide possible, ce déconfinement aujourd'hui, le confinement, pardon, aujourd'hui, est un remède beaucoup plus dangereux que la maladie elle-même. Et c'est ça qui est la terrible réalité à laquelle on est confronté. Pascal. Non, il faut Pascal arrêter de mettre Bataille. des emplâtres sur des jambes de bois. C'est-à-dire que le chômage partiel, on n'a pas encore pu estimer vraiment ce coût, mais on parle de plus de 40 milliards d'euros. Oui, pratiquement. Est-ce qu'il vaut mieux continuer de payer des gens à ne rien faire ou mettre les moyens où il y a besoin de les mettre? C'est-à-dire, par exemple, sur la création de lits d'hôpitaux, sur les ressources humaines, bien évidemment, dans ces hôpitaux également, sur le dépistage massif. C'est-à-dire que là, on empêche les gens de travailler, on les confine, on met en péril des dizaines de milliers d'entreprises et en fait, donc, on gaspille l'argent public, alors qu'il suffirait de mettre l'argent là où les besoins sont réels, c'est-à-dire sur, par exemple, le dépistage massif. Contrairement à ce que dit Mathieu, on peut aujourd'hui lancer encore des opérations de dépistage massif qui permettent d'isoler les personnes qui sont porteuses, y compris asymptomatiques, et d'éviter, par exemple, à Noël, et je ne suis pas souvent d'accord avec Laurent Wauquiez, mais pour le coup, là, je soutiens complètement ce qu'il fait en Rhône-Alpes. Il faut, voilà, Oui, on rappelle juste qu'il veut dépister tous les habitants de sa région. Ouais. Mais ça va être une catastrophe. On parle des aides. Moi, j'ai par exemple créé une entreprise il y a un an dans le cadre de mes différentes activités. Quand vous avez créé une entreprise il y a un an, vous ne pouvez pas bénéficier d'une aide parce que vous n'avez pas une référence l'an dernier à la même époque pour dire j'ai perdu tant de chiffre d'affaires cette année. Il y a 800 000 entreprises qui sont créées chaque année en France. Qu'est-ce qui se passe pour ces 800 000 entrepreneurs-là qui ne peuvent pas bénéficier d'aucune aide parce qu'ils n'ont aucun N-1 à produire à l'État? Donc, enfin, on sous-estime totalement la casse sociale qui va être occasionnée par ce confinement et par cette politique complètement erratique du gouvernement qui ne met pas les moyens là où il faut. Rafik Smati, vous avez malheureusement une minute. Ouais, Rafik, Mathieu, parce qu'on arrive quasiment au terme et je voudrais entendre aussi Rafik Smati sur ces aides. Est-ce que finalement c'est le tonneau des Danaïdes et ça ne servira finalement pas à grand-chose? On ne pourra pas éviter la casse sociale. Le quoi qu'il en coûte a hélas permis au gouvernement de ne pas faire ce qu'il aurait dû faire pour agir en amont sur la maladie. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur un désastre humanitaire qui est en cours dans notre pays. Un désastre humanitaire qui touche en particulier nos commerçants, nos artisans, nos professions libérales qui vont mettre la clé sous la porte à cause, non pas du fait qu'ils ont mal fait leur business, parce que quand on est entrepreneur et qu'on fait mal son business, quand on met la clé sous la porte, c'est le jeu. Là, pour une décision qu'ils n'ont pas prise, et je rappelle quelque chose d'important, un entrepreneur dans notre pays n'a pas le droit au chômage. Alors c'est un risque qui est pris par l'entrepreneur, encore une fois, un entrepreneur n'a pas le droit au chômage. Et donc, c'était prévu dans la réforme de l'assurance chômage, hein, oui, ce qui était prévu, c'était pour les indépendants Oui, pour les indépendants à hauteur de 600 € maximum. Et les salariés de gérants majoritaires d'entreprises ne sont pas concernés par cette réforme. Donc, on est quand même en train de parler d'une vraie catastrophe économique et humanitaire. Et j'appelle, puisque nous sommes dans le quoi qu'il en coûte, j'appelle pour éviter cette catastrophe humanitaire, le gouvernement à faire une exception pour tous ces commerçants qui vont mettre la clé sous la porte, parce que de toute façon, ils vont le faire, à mettre en place un système de chômage qui est comparable à celui des salariés du privé pendant une durée de 1 an. C'est ça où vous allez avoir des milliers de commerçants, de restaurateurs ou de professions libérales dans la rue. Bon bah écoutez, en tous les cas, c'est vrai que sur cette notion je renvoie donc à cette étude et cette balise IFOP fiduciale Sud Radio CNews publiée ce matin, 85% des Français, eh bien selon eux, le pays pourrait connaître une explosion sociale dans les prochains mois. Merci beaucoup Rafik Smati d'avoir été avec nous, Pascal Bataille, Jérôme Rivière et Mathieu Alterman. Alors Mathieu, on vous retrouve aussi dans les colonnes de Vanity Fair. Voilà, si vous avez un peu de temps. En revanche, les kiosques à journaux restent ouverts. Vous allez acheter le dernier Vanity Fair où vous signez un très bel article sur Serge Gainsbourg qui était égérie de la mode au Japon pour une marque dans les années 70, une marque qu'on connaît bien aussi, c'est Renoma. Donc c'est vous qui signez cette enquête dans le magazine Vanity Fair et on vous retrouvera parmi les débatteurs sur Sud Radio dans le 10h midi un autre jour la semaine prochaine très certainement. Je vous remercie d'avoir suivi ce 10h midi. On se retrouve demain matin 10h, mais dans un instant vous avez rendez-vous avec André Berkoff sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. À demain.